bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau CQFR. Shai, on est à 2 jours du début des finales NBA, donc on va essayer de faire monter un petit peu la tension, on va essayer de parler un peu d'animosité, on va parler de clash. J'ai presque envie de dire de bagarre, mais non, là, ça serait quand même un teasing un peu survendu. On va parler quand même de 2 histoires, au milieu de toutes les histoires que peuvent représenter les finales NBA. On va parler de l'animosité entre Kristaps Porzingis et Luka Doncic, qu'on peut même réduire à l'animosité entre Kristaps Porzingis et Dallas. Mmh. Et on va parler évidemment de Kyrie Irving et des Celtics, et surtout des fans des Celtics. Je te propose qu'on commence avec Porzingis, et je vais te laisser la parole sur les mots choisis par Chandler Parsons, comment Chandler Parsons a défini la relation entre Porzingis et Luka Doncic. Déjà, j'avais un peu oublié que Chandler Parsons existait, ce qui était pas très grave vu que ses interventions, en tant que consultant depuis qu'il a arrêté sa carrière sont pas franchement flamboyantes. Mais du coup, il a quand même, en tant qu'ancien joueur des Mavs, de type qui a côtoyé les 2 de près ou de loin dans sa carrière, il était sur le plateau de l'émission Run It Back et à la surprise des autres personnes sur le plateau, il a considéré qu'il y avait vraiment un beef entre, Luka Doncic et Kristaps Porzingis. On savait qu'à l'époque, il y avait des tensions, ça s'est pas forcément très bien terminé. Porzingis était parti finalement à Washington, si je dis pas de bêtises. C'était ça Oui. dans la foulée. Et il y avait, dans son passage chez JJ Redick, il y a l'année dernière, je dirais, il avait, commencé à dire qu'effectivement, il y avait, voilà, pas une animosité, mais une forme de rivalité. Et Parsons, lui, il est carrément allé, beaucoup plus loin. Il a dit, que selon lui, il était certain déjà que Porzingis se ferait huer par les fans des Mavs. Ce qui est probable, hein, parce que je pense qu'ils ont considéré qu'il était en opposition avec Doncic et que Doncic, c'est un peu maintenant, c'est l'enfant chéri du pays, quoi. Et donc, ce qu'a dit Parsons, il a dit, il n'aime pas Porzingis à Dallas. Luka n'a pas aimé jouer avec lui. Et il y a un vrai bif entre eux. On est dans une situation où Porzingis se fera huer à chaque fois qu'il touchera le ballon. Entre Luka et lui, ça n'a pas fonctionné. Les fans des Mavs sont des gens fiers. Quand tu ne reproduis pas les choses que tu faisais avant d'arriver à Dallas, les gens n'aiment pas ça. Je vous le garantis, Porzingis sera hué. Et donc, il remet ça sur le dos de cette animosité qu'il y aurait entre Luka et Porzingis. Et du coup, je continue sur ce que Porzingis, ce que j'avais commencé par là, ce que Porzingis avait dit à ce sujet à Redick, qui avait essayé de le titiller un peu, parce que si je dis pas de bêtises, Redick avait fini, enfin, il avait joué quelques mois avec les deux, c'était cette saison-là. Et, donc, il avait dit, alors avant de parler vraiment de Luka, il avait expliqué pourquoi ça avait pas marché pour lui là-bas. Il avait dit que c'était un manque de maturité, un mix de plein de trucs différents. Il n'était pas vraiment intéressé par tout ce qui est stats analytiques, alors qu'à l'époque, le staff lui avait demandé de se pencher dessus. Enfin voilà, ça, c'est de son point de vue. Et après, il a dit, est-ce qu'il y avait une rivalité avec Luka? Il réfléchit un peu et puis il avait dit, au début, oui, c'est sûr. Je pense qu'on a quand même tous les deux essayé de faire fonctionner le truc, mais notre communication aurait dû être meilleure, notre maturité aussi. Donc, il n'y a pas de bif officiel, c'est-à-dire qu'ils se sont jamais lancé des pics par médias interposés, mais sur le terrain, enfin, personne n'était dupe, ça fonctionnait pas. Le côté, on est tous les deux d'Europe de l'Est, plus ou moins, on va bien s'entendre, ça n'a pas du tout marché. Et c'était une période où Luka aussi était peut-être un peu plus frustré par le niveau de ses partenaires qu'aujourd'hui. Et du coup, tu as raison, ça va, c'est une histoire dans l'histoire. Ça va être intéressant de voir comment Porzingis d'un côté va réagir par rapport à cette attente qu'il y aura, enfin de la manière dont il va être attendu à Dallas et comment il y aura des interactions peut-être entre Luka et Kristaps. Enfin, le côté Europe de l'Est, c'est vraiment bien américain parce que Exactement, Porzingis, c'est quand même, c'est un pays, c'est des pays baltes, tu vois, ça n'a rien à ça voir n'a rien avec à les voir. Ouais. Balkans, avec les pays serbes. C'est comme se dire, bah, il y a un Anglais et un Français sont dans la même équipe, c'est beau, ils vont bien s'entendre. Tu vois ce que je veux dire. Mais pour que Reddick pose la question, c'est qu'il y avait forcément quelque chose parce qu'il Mm. sait ce qui se passe derrière, il sait pourquoi il pose la question. Je me souviens que Marc Cuban lui-même avait parlé de leur relation en disant qu'il y a eu des embrouilles. Ce qui était Mm. fou, en fait, de dire que ton propriétaire, il te parle de ces 2 joueurs stars en disant: «Bah, ouais, ouais, ils s'entendent pas très bien, mais ça va aller». Enfin, non, il avait dit: «Il y a eu des dust-up», donc des petites altercations, enfin, comment on Mm. pourrait dire ça? Des altercations, Ouais, c'est ça, verbales, des petites embrouilles, c'est des ça. petites embrouilles, mais ça va, ils s'entendent bien. Je pense qu'effectivement, c'était pas les meilleurs amis du monde. Ils avaient pas forcément des grands choses en commun Ouais. en dehors du terrain. Ils n'arrivaient pas non plus à vraiment fonctionner ensemble sur le terrain. Je pense qu'ils se respectaient pas plus enfin, pas des masses non plus. Après, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je pense que l'un comme l'autre, ils en ont un peu rien à faire. Par contre, c'est vrai que Luka, on a vu comment, par exemple, tu as Gobert, la trash C'est talké ce au que j'allais début te de la dire. Ouais. saison régulière. Mm. Il en a gardé quelque chose. Je pense qu'il va des fois lâcher des phrases à la Luka au moment où C'est sûr et Porzingis certain. va switch sur lui,
qui va lui mettre un panier sur la tête et il y aura un truc et il va se créer quelque chose vis-à-vis de ça. Après, ce qui sera intéressant, c'est ce que disait Théo dans le pod hier, en fait, c'est que Porzingis, lui, on ne sait pas comment il est. On ne connaît pas trop sa personnalité, déjà parce qu'on ne l'a pas vu si souvent que ça sur le terrain. Porzingis, il a quand même été souvent blessé et on l'a rarement vu dans des matchs vraiment en jeu. Je crois que Derek Lively a joué plus de matchs de playoff que Porzingis dans sa carrière. Ah bon? Derek Lively vient de commencer sa carrière. Tu vois, ça te donne un exemple. Porzingis a été drafté en 2015. Donc Porzingis, on ne connaît pas trop son comportement. Ce sera intéressant de voir justement si lui aussi il est en mode ah bah moi vous me sifflez, on me rentre dedans, mais moi aussi j'aime bien relever le challenge, quoi. Ou est-ce que, comme disait Théo, est-ce que juste il en a rien à faire, ou est-ce qu'il va s'écrouler sous la pression, on sait pas ce genre de choses. Ah ouais, c'est ça. Mais j'avais retrouvé les déclats de Cuban à l'époque. Il semblait pas forcément pessimiste, hein. Il disait que c'était des petites embrouilles, comme tu disais, mais que la relation lui faisait penser à celle entre Dirk et Jason Terry au début, qui n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais qui après ont réussi à faire des choses ensemble sur le terrain. On l'a vu au final. Je pense que c'était un peu le projet, c'était de se dire, ah bon, il n'y a pas trop d'atomes crochus, mais au final, ça allait. Je pense que de base, ils se sont dit, ces deux mecs qui ont vécu un peu une partie de leur jeunesse en Espagne, parce que Porzingis, il a joué un peu en Espagne aussi, et ils ont dû se dire, ah bah, c'est bon, ça va coller, deux mecs qui viennent à peu près de la même région du monde, ça va fonctionner, mais non, ça n'avait pas été le cas. Moi, Porzingis, quand je l'entends, j'avais trouvé très intéressant chez Reddick, justement. C'est la première fois que je l'entendais parler de manière aussi libérée, détendue. Il disait lui-même qu'il était arrivé à une phase de maturité dans sa carrière. Il y a toute la période New York où c'était un roller coaster pour lui aussi. Ça a été, c'était un peu pas l'élu, mais il y avait beaucoup d'espoir placé en lui à sa draft, même après ses premières saisons. Avant de se blesser gravement, il est sélectionné pour le All-Star Game quand même. Pour les Knicks à l'époque, c'était presque inespéré. Et je pense qu'il a effectivement mûri. Alors, il a malheureusement pas beaucoup joué, mais quand il a joué, même à Washington, par exemple, où il avait commencé un peu le terme de rédemption est fort parce qu'il a surtout été blessé, mais là, ça s'est poursuivi à Boston cette année. Et je pense que là, il est dans une phase de sa carrière qui est bonne. Et on va voir si, en termes de personnalité, ce que ça va donner. Ouais. Ouais, puis ça reste un sacré joueur. Il a du caractère, ce que tu soulignais aussi dans le podcast, hein, j'en profite, le podcast qui est donc disponible sur la chaîne YouTube. Ouais. On a fait la grande preview des finales NBA. Tu notais même si c'est vrai qu'on ne le connaît pas bien, il a l'air d'avoir du caractère et je te rejoins là-dessus. Je ne pensais pas non plus quelqu'un qui va se laisser marcher sur les pieds ou qui va s'éteindre. La vraie question sera plutôt de savoir est-ce qu'il est physiquement en forme. Je ne m'inquiète pas trop sur le mental, en tout cas pas sur le fait qu'il se fasse siffler. Le plus intéressant sera le mental si jamais il y a un game 5 à 2-2 ou un game 7 ou ce genre de moment, parce qu'il n'a jamais été dans ces moments-là, contrairement par exemple à Brown ou Tatum qui ont déjà connu des situations similaires. Lui, pas vraiment. Mais sur le côté animosité avec Doncic et les Mavs, moi, je m'inquiète pas trop personnellement. Je sais pas si toi. J'ai Non, l'impression mais que toi non plus d'ailleurs. il y aura des trucs, c'est évident. Enfin, quand tu vois Doncic qui fait à chaque fois, il y aura des mots échangés. Je sais pas dans quelle langue, hein. Luka, il en maîtrise pas mal, mais peut-être un peu d'espagnol, peut-être, mais ou juste de l'anglais, remarque, hein. Mais non, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Après, c'est pareil, ça reste un mec des Pays-Baltes, même s'il a pas joué dans les très gros clubs d'Euroleague et tout. Il connaît les atmosphères. Je pense que c'est pas les atmosphères bouillantes. C'est pareil. Dallas, ça va pas non plus des mecs qui le hussent. Je pense pas que ça va le perturber. C'est comme alors Luka, pour le coup, lui, il a vraiment joué dans plein d'atmosphères hostiles et différentes. Donc c'est quelque chose dont il se nourrit. Porzingis, c'est pareil, ça me fait pas peur. C'est plutôt cette question de la condition physique. Il a pas joué depuis un mois. Il est peut-être pas à 100%. Il est tellement important, comme on l'a bien détaillé, je pense hier, que c'est surtout ça le point principal. Après, nous, on aime bien les histoires, on aime bien. Après, quand il faudra raconter ses finales ou l'histoire d'une saison, ça fait partie du truc de se dire que Porzingis, il y a un petit conflit, une petite histoire qui peut expliquer un surplus de motivation et de performance parfois. Ouais, il y aura ce prisme et il sera encore plus fort pour Kyrie Irving et les Celtics. Là, c'est peut-être même la vraie histoire dans ces finales. C'est les retrouvailles donc, de Kyrie avec Boston. Pour la jouer short, il a joué aux Celtics. Il avait promis, il incarnait l'espoir. En plus, c'est pas juste qu'il a joué aux Celtics, c'est qu'il incarnait l'espoir des Celtics de revenir au sommet. Boston a fait une finale de conférence avant qu'il arrive, a fait une finale de conférence juste après son arrivée, mais il était blessé. Les Celtics avaient perdu 4-3 contre les Cavs avec un jeune Tatum, un jeune Jaylen Brown. Donc, il n'y avait pas Gordon Hayward blessé, il n'y avait pas Kyrie Irving blessé. Donc, c'était vraiment l'espoir de se dire waouh, mais cette équipe, elle peut
rouler sur tout le monde à l'Est. Au final, la saison juste après, il fait une promesse à des gamins. Il dit ouais, si vous voulez bien de moi, je serai encore là, je vais rester. Il était dans la salle, hein, il était au micro et il dit si vous voulez que je reste, alors je prolongerai. Et après, il a même dit je rêve de voir mon numéro 11 être retiré ici. C'est le fit parfait. Au Et, final, la saison s'est moins bien passée. Les hmm. mois qui ont suivi, les Celtics étaient déjà nettement moins tranchants. Il y a une élimination en demi-finale de conférence avec un Kyrie qui est mauvais, il faut le dire comme ça, très Ouais. maladroit, contre les Bucks. Entre-temps, il y a eu voilà, il y avait déjà cette rumeur qui prenait beaucoup d'ampleur sur le fait qu'il allait jouer avec Kevin Durant. C'est exactement ce qui s'est passé. Il est parti à Brooklyn. Les retrouvailles avec les Celtics sont pas bien passées. Il y a eu le moment où il a écrasé le logo avec sa semelle. Il y a eu le moment où il a fait des doigts. Je sais pas si j'oublie il y a un des fans qui ont essayé de lui balancer de l'eau dessus, je crois. Je sais plus, une bouteille d'eau, de bière. Si c'est Boston, ça doit être de la bière, hein, je pense. Ouais. Bref, il y a eu pas mal d'incidents. Et là, maintenant, il retrouve les Celtics et il est revenu. Je sais pas si tu as la quote sous les yeux ou si tu veux que je te la donne. Enfin, elle est longue. La déclaration exacte, elle est sur Ouais. basketsession.com. Allez-y, parce elle est assez longue. Mais en gros, il explique que, il n'était pas dans la meilleure période de sa Hmm. vie. Il a À perdu ce son grand-père, moment-là. non? C'est le moment où il perd son grand-père, c'est Exactement. ça, ouais. Hmm. Exactement. Et que depuis, il a mûri, il reconnaît qu'il ne s'est pas bien comporté, notamment sur le doigt d'honneur, qu'il aurait dû faire mieux, qu'il aurait dû montrer une meilleure image de lui-même, donner un meilleur exemple aux jeunes. Et que voilà, depuis, il a mûri et qu'il est même pressé, en fait, de se retrouver dans cette atmosphère à Boston. Ouais, bah oui, bah c'est de toute façon, on a vu ce par quoi étaient toutes les différentes phases, pardon, par lesquelles Kyrie était passé. Bah, Boston, c'était avant toute l'histoire Covid et machin. Hein, il était déjà dans une espèce de quête d'identité en tant que joueur parce qu'il avait voulu lui-même quitter LeBron. Ça avait été un petit choc quand il avait dit qu'il voulait être tradé de Cleveland, qu'il voulait partir. Il avait fait une shortlist. Boston était a priori dedans, mais c'était Non, peut-être pas le Boston n'était choix. pas dedans. Ah, Boston Boston n'était n'était pas pas dedans. Bah, dedans. tu vois, dans ma tête, c'était dedans. Donc, c'est pour ça, après, il pouvait très bien dire, bah, c'était pas mon choix principal. C'est pour ça que je suis allé à Brooklyn. Hein, mais sur le coup, dans un premier temps, il a quand même donné l'impression d'être vraiment bien à Boston. Et après, bah, par la force des choses, des histoires personnelles, comme là, ce que tu as évoqué, c'est dans cette déclaration, il m'a l'air tout à fait sincère et honnête. Bah, tout se passe pas comme prévu. Et du coup, les espèces de promesses qui peuvent être faites un jour le sont plus le lendemain. Et après, il est passé par d'autres phases en termes de spiritualité, de libre pensée, tout ça, qui font que bah, on arrive à cet instant-là où il me semble être apaisé, on l'a dit plein de fois, prêt à passer des matchs compliqués à Boston au niveau de l'atmosphère dans laquelle il sera reçu et accueilli. Et je pense il est prêt à relever ça. Et je le vois pas par contre dans une quête forcenée de prouver aux fans des Celtics qu'ils n'auraient pas dû le siffler. Je pense qu'il veut juste gagner, il veut juste montrer qu'il est très bon avec Dallas et que Dallas a eu raison de lui faire confiance. Il y a une vraie très belle relation qui s'est nouée entre les Mavs et Kyrie, entre Kyrie et Luka. Et je pense qu'il est prêt lui aussi à relever le défi. Mentalement, je ne vois pas non plus s'écrouler. Il m'a plutôt même l'air d'être du genre aussi à se nourrir de ces choses-là. Mm. C'est pour ça qu'ils se sont bien trouvés avec Luka, pardon. Et en tout cas, à ce stade de sa carrière, je pense que les retrouvailles lui font pas peur. Ça aurait été il y a un an ou deux, peut-être 2 ans, j'aurais été un tout petit peu plus sceptique parce que j'étais moi-même sceptique sur Kyrie et sa capacité à redevenir le joueur qu'il était sur la durée, en tout cas, à être présent dans les matchs. Là, aujourd'hui, bah, avec ce qu'il nous a montré dernièrement, Boston ou pas Boston, je pense qu'il a un niveau qui est un niveau de sérénité et de basket qui est suffisant pour être un des personnages centraux de ces finales. On l'a répété plusieurs fois, mais on a l'impression que Kyrie Irving, il est en paix. Et ce qui est Mm. intéressant, c'est que lui-même l'a reconnu. Parce qu'il y a l'impression que tu peux avoir de l'extérieur en te disant ah, il a l'air serein, il a l'air en paix. Mais au final, tu n'es pas dans sa tête, tu vois. C'est Mm. juste toi, ta lecture des choses en te disant bah, Mm. tiens, il se passe moins de trucs, donc c'est qu'il doit être en paix, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même l'a reconnu. Quand lui, il dit je suis en paix à Dallas, c'est une manière, je trouve, de reconnaître que bah, avant, il y avait des choses, tu vois, des comportements dont lui-même n'est pas fier. Je ne suis pas jusqu'à te dire qu'il regrette, parce que là, pareil, c'est comme aller dans sa tête sans y être. Mm. Mais ça ouvre la porte à beaucoup d'interprétations. Et là, tu sens que, pour moi, cette déclaration qu'il a aujourd'hui sur les fans de Boston, en reconnaissant, bah, ouais, j'ai aussi déconné. Alors, il ne parle pas de déconner par rapport à son départ, juste, tu vois, le Mm. côté avoir cédé à la provocation. Là, le fait qu'il est en paix,
c'est intéressant parce qu'il dit ouais, je vois ça comme le film Gladiateur et le but c'est d'essayer de gagner la foule parce qu'il dit au bout du compte, les fans des Celtics ils respectent le bon basket, tu vois. Et pourtant, je sais qu'il n'a pas forcément de l'amour pour les fans des Celtics. On sait que c'est un public qui peut être, dont une partie peut être raciste, par exemple. Donc il doit entendre, c'est pas juste des insultes qu'il entend, tu vois. Ouais. Il va y avoir des comparaisons bien dégueulasses, enfin des trucs ignobles. Et je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui qui peut le faire sortir de son basket. Et comme tu as dit, je pense qu'un peu comme Luka, il se nourrit de ça, mais pas dans le. C'est-à-dire qu'à Brooklyn, je pense que quand il y a eu notamment les séries de playoffs avec Boston, il y en a eu deux, Boston-Brooklyn, après le départ de Curry. Il y en a une que les Nets ont gagné, puis une que les Celtics ont gagné 4-0. Et dans cette série, je crois que c'est celle-là d'ailleurs où il fait le doigt d'honneur, dans cette série, tu peux te dire, il a été impacté, il a voulu montrer, il a voulu relever le challenge, mais quelque part, ça l'a fait aussi sortir de son basket. Tu vois. Là, je pense qu'il y aura juste, OK, vous m'insultez, moi, je vais essayer de vous éteindre, mais je ne vais pas aller au-delà de ce que je dois faire. Je ne vais pas sortir de mon rôle, je ne vais pas être dans une espèce de vendetta personnelle. Ça va être une histoire, un challenge, un défi de plus, une motivation de plus, mais dans le contexte des finales. Et j'ai l'impression que lui-même le voit comme ça. Et quand j'entends ça, quand je lis ces phrases, tu vois, ces déclats, je pense que c'est bon signe pour Dallas, tu vois. Ouais, mais de toute façon, il faut bien répéter que même juste sportivement, il est très très important en dehors de l'histoire de ses retrouvailles avec Boston. Sportivement, il va être déterminant. On en a parlé dans le podcast hier, mais pour moi, c'est ouais, peu importe le terme qu'on utilise, facteur X, joueur déterminant. Il va être si lui fait ses matchs, à partir du moment où on imagine tous que Luka va faire les siens, Dallas sera peut-être pas très très loin d'aller au bout. Mais voilà, déjà là c'est de l'extra sportif, mais c'est toujours intéressant, je trouve, pour aussi illustrer le sportif derrière. Mais sur le terrain, il va être fondamental et il va être fascinant à suivre parce que c'est un joueur fascinant de toute façon sur le terrain. Ouais, d'ailleurs, c'est la même chose pour Porzingis, tu as raison. Au-delà des deux histoires, un peu de ce truc, de ce prisme qu'on veut mettre, c'est deux joueurs qui, en termes de basket, ont un rôle énorme sur ces finales, dans le rôle complémentaire, en plus de Tatum et de Doncic. Donc, ça va être effectivement très intéressant à suivre. Ouais. Je te propose qu'on finisse par quelques petites choses. D'abord, juste un petit point sur les coachs, la danse des coachs en NBA. Les Lakers hésiteraient toujours entre J.J. Redick et James Borrego. Ouais, on a l'impression qu'il y a deux. Enfin, c'est pareil, c'est lecture personnelle, absolument pas informée. Mais j'ai l'impression que comme par le passé, il y a un peu 2 ou 3 clans au sein des Lakers, tu sais, parmi les dirigeants, entre le GM, la proprio, les conseillers de la proprio. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent James Borrego. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent JJ Redick et que pour l'instant, ils ne sont pas tombés d'accord là-dessus parce que ce soit Brian Windhorst ou Chris Haynes qui sont quand même plutôt bien informés, les deux ont dit dans leurs podcasts respectifs, c'est très bizarre parce que j'ai des gens de confiance qui me disent le job est pour JJ Redick, c'est sûr, c'est fait, et d'autres dans lesquels j'ai confiance aussi qui me disent non, c'est pas fait du tout, ils ont interviewé 2 fois Borrego quand même. Donc ils sont toujours en phase de réflexion, c'est deux choix assez différents ma foi, mais je suis curieux de voir ce qui en sortira. Les Lakers qui ont aussi interviewé Mika Nori. Mika Nori, c'est celui qui avait pris le relais sur le banc, en tout cas, de Chris Finch à partir du moment où Chris Finch s'est pété le genou. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a coaché sur la série contre Denver. Pas juste celle contre Dallas. Il était déjà sur le banc contre Denver. Ouais, donc c'était déjà lui. Voilà, ça, il a été mis au grand jour, un des l'insistant principal au final de Chris Finch à Minnesota. Donc, les Lakers sont interviewés et surtout les Cavs. Les Cavs ont reçu la permission pour l'interviewer. Mika Nori, il est originaire de l'Ohio. Ouais. Donc voilà, les Timberwolves risquent fortement de perdre leur principal assistant. Et voilà, il y a un poste qui peut s'ouvrir pour lui à Cleveland, voire à Los Angeles si les Lakers reviennent sur cette piste, mais ça a l'air d'être moins chaud du côté des Lakers. Absolument, les Cavs aussi sont en quête, hein. Ils ont interviewé plusieurs coachs. Je me demande s'il n'y avait pas Borrego aussi d'ailleurs. Il y avait Kenny Atkinson. Ouais, bon, de toute façon, eux aussi sont en quête, hein. De toute façon, rien n'est. Il y a tellement de mecs qui sont sur le marché, d'assistants coach qui ont des aspirations pour devenir head coach aussi, que c'est tout l'été, tout au long de l'été, ça va se décanter, je pense. Il y a que le seul truc surprenant dont on avait parlé, c'était les Wizards qui avaient directement confirmé Brian Keefe, alors qu'il y avait du monde sur le marché. Donc voilà, on va voir ce que ça a donné. Yes, et Thibodeau devrait rester à New York. Les Knicks, quasiment certains qu'il obtienne une prolongation. Allez, pour finir, j'ai envie de vous conseiller une session basket session. On fait ça de temps en temps à la fin des CQFR. Je pense que celle-là, elle peut vraiment valoir le coup d'œil. Il y a Damien Groslard. Alors, bon, le pseudo
assez incroyable, qui est revenu aux origines du basket dans l'Antiquité. Et oui, franchement, je vous invite à lire ça. Donc, c'est deux sports, l'ulama et le kudju. Alors, l'ulama, c'est un sport aztèque, ça n'a aucun sens, en tout cas d'un œil aujourd'hui moderne et occidental. C'est des mecs qui essayent de jouer au basket avec la hanche, avec une balle plus lourde qu'une balle de basket. Donc, les mecs s'éclatent les hanches et les parties intimes. Franchement, voilà, il a mis des vidéos, des liens Wikipédia, il explique des choses. Franchement, je vous invite à lire ça. Je me suis bien marré quand même. C'est plus chelou que le basket joué par les Dagestanais ou pas genre avec C'est Rabib qui où c'est dans personne la veut le même veine. frapper. C'est dans la D'accord, même veine. c'est C'est dans le physique même quoi. délire. Ouais, c'est physique et D'accord. faut avoir des os solides, je pense. Bref, franchement, allez regarder les images sur ça. C'est un truc aztèque en même temps. Donc voilà, ça date d'il y a très longtemps et pas la. Mais ça peut, et malgré ça, ça ressemble quand même un peu au basket, hein. Il y a un cerceau, enfin Est-ce un qu'il y a un cercle. créneau, tu penses qu'il y a un créneau à saisir? C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont mis dans le 3-3, d'autres dans est-ce qu'on peut tenter une fédération française de On peut de essayer, hein. Je pense qu'on ouais, sera directement au championnat du monde, hein. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui y joue, hein. ça aurait été bien Après, de moi, jouer. avec mon gabarit, je pense que je peux jouer un match et après, bah, c'est la fin de ma carrière, quoi. C'est là que ça sert d'être trapu et tu vois? Je pense que je vais réfléchir à prendre une licence, ouais. Moi, j'ai moins d'avenir, à mon avis. Non pas que j'ai forcément un avenir dans le basket, mais un peu plus que dans l'Ulama, je crois que c'est ça le nom. L'Oulama, très bien. L'Ulama, ouais. Et le Kudju. Je vous invite à aller regarder ça. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR, hein. Toujours, on parlera sans doute un petit peu des finales NBA. Voilà, Mmh. on se rapprochera encore un peu de la date du Game 1. Il y aura peut-être de l'actualité un peu plus pimpante. Ouais. Je viens d'inventer le mot, ça n'existe pas. Un Mais mix d'ici entre là, un mix entre pimp et pimpante, entre ouais, c'est pas pimpante mal. et pimp. Très bizarre. Bah, écoutez, sur ce, bonne journée à tous et on se retrouve du coup demain. Ah, Yes, et ce soir, late oui, session. Ce soir, absolument, late session. absolument. Je serai là. Voilà, j'allais te dire, les gens veulent savoir si tu seras là, Ouais, donc je serai là. Je serai là ce soir. très On bien. pourra parler des finales NBA ou de tout ce que vous voulez, ou même de l'Ulama et du Kuju si vous voulez. Parfait, parfait. Bon, allez, bonne journée à tous. Ciao, Ciao. ciao.